Bien, mes chers collègues, je vous propose de démarrer nos travaux et je voulais vous dire que nous avions la majorité des membres du Conseil qui étaient présentes. J'ai reçu le pouvoir de Monsieur Charles Flaubert et Olivier Pesselet qui a donné pouvoir à Madame Chantal Lambert-Burins. Je vous propose, ça permet de changer de temps en temps, de désigner, faire voter la désignation comme secrétaire de séance de Florence de Vara, si il n'y a pas d'opposition. Et l'ordre du jour définitif de la séance comprend 18 points. Je vous propose d'adopter en premier l'extrait des délibérations de la séance du Conseil d'arrondissement de notre dernière séance qui s'est réunie le mardi 28 septembre, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Nous avons en premier point l'autorisation donnée au maire du 6e arrondissement de signer les conventions entre la mairie du 6e arrondissement et les associations relatives à l'occupation permanente des locaux au centre André Malraux. Je me donne moi-même la parole pour vous dire que ce sont pour l'essentiel des associations qui occupaient déjà des salles. Ces conventions intègrent en revanche des modifications de créneaux qui nous ont été communiquées. La seule association nouvelle qui apparaît dans le tableau qui vous est donné est l'association Tai Chi Suan Santé et Défense Nouvelle, sur lequel Madame Bocan peut-être veut intervenir. Oui, en fait, c'est une association qui a déjà des adhérents dans le 6e, puisqu'elle s'entraîne déjà au Jardin du Luxembourg. Elle est nouvellement inscrite dans l'OMS 6e, et donc elle souhaite avoir un endroit de repli qu'elle utilisera toutes les semaines, sans aucun problème, au centre André Malraux. Donc voilà. Je vous indique, mes chers collègues, qu'un certain nombre de ces associations réintégreront ou intégreront la salle de sport Garancière lorsque celle-ci sera relivrée, c'est-à-dire, nous l'espérons, à l'été prochain. Puisque vous aviez depuis 2 ans, au moins 2 ans, un certain nombre d'associations à connotation sportive que nous avions dû héberger, d'ailleurs dans des conditions qui étaient quelquefois pas totalement satisfaisantes, c'est-à-dire qui se trouvaient dans des salles beaucoup plus petites, d'où sans doute des pertes d'adhérents qui ont été amplifiées par le Covid, mais bon, leur implantation André Malraux avait été décidée avant la crise sanitaire que nous connaissons, et je pense notamment à Kogakukan Judo 6, ou peut-être, ou l'association peut-être, il y en a d'autres peut-être qui sont dans ce contexte et qui regagneront la salle de sport Garancière. Voilà. Les AGF également, oui, qui font de la gymnastique, là, je crois. Oui. Voilà. S'il n'y a pas de demande de parole de votre part, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Nous passons au vote du budget, à l'adoption du budget primitif 2022. C'est un budget primitif, c'est un grand mot, enfin, c'est plutôt l'état spécial peut-être, non, 2022. Mais on nous présente ça sous la forme d'un budget primitif. Bon, ça nous donne l'illusion d'être une commune de plein exercice. Je donne la parole à notre collègue Paul Maria. Merci Monsieur le maire. Bonsoir mes chers collègues. Je vous propose donc de procéder à l'adoption du budget primitif de l'été spécial du 6e arrondissement pour l'année 2022. C'est un budget qui ressort au global à 2 943 728 €, en baisse légère par rapport à l'an dernier de 1,25%. Plusieurs points à signaler. Une enveloppe affectée au conseil de quartier qui est équivalente à 3 306 € par conseil de quartier. Une animation locale et culturelle qui est en hausse de près de 4%, avec un budget global de 137 630 €. Et enfin, des budgets affectés aux travaux urgents à hauteur de 122 626 €. Il y a aussi quelques nouvelles un peu moins bonnes, mais qui sont à l'image de la démographie du 6e, notamment des baisses sur les crèches et les centres d'animation.
Voilà, je vous demande, mes chers collègues, de valider ce budget, comme vous le savez, qui a été voté par la Ville de Paris. Comet, je vous en prie. Oui, merci. Merci, monsieur le maire. Je voudrais savoir d'abord si on pourrait recevoir ces budgets un petit peu plus tôt, parce que ils sont quand même de lecture un petit peu complexe, pour le moins qu'on puisse dire. Donc, si on pouvait les recevoir plus tôt, ce serait mieux. Alors, ceci dit, j'ai deux questions. La première concerne les budgets des conseils de quartier. Ceux votés en 2021 ne seront certainement pas tous dépensés. Que deviennent-ils? Parce que j'ai cru comprendre qu'ils disparaissaient, ou au moins c'est ce qu'on m'a dit dans le conseil de quartier Odéon. Donc, est-ce qu'on peut les cumuler? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent par rapport à ce qui a été engagé. La deuxième question, c'est j'ai bien noté qu'il y avait une baisse sur les crèches et les garderies de 5%, et celle-là, elle est expliquée en disant on fera un appel d'offres sur le marché de nettoyage, et ça, on anticipe une baisse, ça je comprends. Par contre, je suis un peu surpris, il n'y a absolument aucune explication sur la baisse des centres en animation, donc c'est la ligne E 3381, on baisse de 15%. Et donc, quelle est l'explication de cette baisse qui est quand même extrêmement significative pour l'un des plus gros postes, puisqu'on parle de plus de 800 000 euros? Sur votre dernière question, là, j'avoue que, vous le savez, ce sont des marchés qui sont négociés par la mairie de Paris, donc je vous propose de conserver votre question, bien sûr, on l'a noté, et de pouvoir vous répondre. On va essayer de vous apporter les réponses le plus rapidement possible. Sur les conseils de quartier, alors il y a deux, vous savez, il y a deux types de crédits pour les conseils de quartier. Il y a le fonctionnement et il y a l'investissement. Alors, en règle générale, le fonctionnement effectivement reste disponible et les investissements aussi. Après, il peut arriver que si on a des éléments, si vous voulez, s'il y a des investissements tout à fait intéressants, qu'on soit amené, en accord avec le président du conseil de quartier, d'utiliser la dotation, s'il n'a pas été utilisé au-dessus d'une année. Mais là, dans le cas précis, j'ai pas le dossier sous les yeux. Si vous avez des investissements, je crois que vous avez d'ailleurs interrogé par l'intermédiaire de Stéphanie Pugerinet sur le conseil de quartier Odéon, on les fera, on y donnera suite bien volontiers. Notamment, je crois que vous avez actuellement la mise en place d'un banc circulaire rue Félibien. Moi, j'ai pas d'opposition. C'est une décision du conseil de quartier. Je crois que les choses vont pouvoir être effectivement mises en œuvre. Voilà. Après, on regarde, par exemple, je vous donne un autre exemple, on est en train de regarder la possibilité, alors là j'anticipe un peu sur les affaires diverses, mais vous savez que le budget participatif, je dirais que le vote a été plutôt intéressant, mais il y a le jardin partagé, par exemple, du square Ozanam, n'a pas été pris en compte. On est en train de voir si on peut justement le mettre en œuvre et le financer. Alors, est-ce que c'est l'ADEF qui nous le financera? Est-ce qu'on utilisera, en liaison peut-être avec le conseil de quartier Notre-Dame-des-Champs, une partie de sa dotation? Pour un jardin partagé qui serait sans doute éventuellement, mais là-dessus on fera une petite présentation, on fera une présentation sur place éventuellement, qui pourrait être mis en œuvre peut-être au printemps ou à l'été, parce que c'est avec une convention qui passera devant le conseil d'arrondissement. On essaie d'utiliser cet argent le mieux possible. Après, effectivement, c'est de la responsabilité des conseils de quartier de nous proposer quelque chose dans les limites de ce qui est faisable et de ce qui est proposable par les différentes directions. Alors, c'est un peu, mais n'hésitez pas à le faire. Et je pense que c'est un bon test, ce fameux banc circulaire qui avait été demandé par Madame Noyal depuis un certain nombre de temps, qu'on le teste et qu'on voit effectivement l'usage qu'on peut en faire. Madame de Vara. Je voulais juste préciser que dans chaque conseil de quartier, à peu près, il a été décidé d'un projet et qu'effectivement, le budget est reporté. Enfin, il n'y a pas de problème, il va être utilisé. Et voilà, donc le budget ne disparaît pas.
Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose d'adopter ce budget. Nous le votons favorablement. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Nous poursuivons nos travaux et je vais donner la parole je vais me redonner la parole pour intervenir sur le pacte parisien de la proximité, puisque ça concerne directement mes chers collègues. Ça concerne directement les relations entre la mairie de Paris et la mairie d'arrondissement. Alors, ce document cadre, vous l'avez sans doute lu, c'est un document assez complet qui comporte une petite dizaine de pages. C'est un document qui se situe effectivement dans le droit fil des orientations qui avaient été précisées par la maire de Paris après son élection, c'est-à-dire sa volonté de renforcer les liaisons entre la mairie de Paris et les mairies d'arrondissement. Ce pacte de proximité, comme il est désigné, comme il est qualifié, comme il est nommé, se substituerait à la charte des arrondissements qui avait été adoptée par le Conseil de Paris en 2010. Et il va effectivement plus loin, puisqu'il confère au maire d'arrondissement une fonction de pilotage de la politique en matière de propreté et en matière de sécurité. Et plus généralement, une capacité d'intervenir sur ce qu'on appelle l'espace public, c'est-à-dire globalement l'espace qui est géré actuellement, bien sûr par la mairie de Paris, mais par l'intermédiaire des directions de l'urbanisme, de la propreté, de la DPSP et de la voirie. De l'urbanisme, je le cite à titre anecdotique, puisque vous savez qu'il y a un certain nombre d'éléments sur la voie publique qui peuvent relever de la direction de l'urbanisme, notamment les fameuses terrasses dont chacun a entendu parler et qui sont d'ailleurs en cours de démontage, notamment dans le 6e arrondissement, ce qui est une bonne chose. Pour revenir d'ailleurs éventuellement à partir du printemps prochain. Alors, ce pacte de proximité décrit par le menu la gestion, le pilotage à deux, puisque, comme je l'ai eu souvent l'occasion de vous le dire et je ne l'oublie jamais, les arrondissements ne sont pas des communes de plein exercice. Seul Paris est une commune de plein exercice, l'arrondissement étant une circonscription locale, une circonscription administrative, et d'ailleurs nous avons le même statut à Lyon et à Marseille, même si, vous le savez, en vertu de la dernière loi de 2016, Paris est maintenant une collectivité autonome. Le Conseil de Paris a été fusionné avec le Conseil municipal de Paris a été fusionné avec le département de Paris, et nous avons donc affaire à une collectivité unique. Dans le cadre de ce pacte de proximité, il est proposé au maire d'arrondissement d'avoir une autorité fonctionnelle partagée sur les responsables des services municipaux dans l'arrondissement, c'est-à-dire principalement pour les directions, pour les responsables de la propreté, de la voirie, de la DPSP, c'est-à-dire de la future police municipale, et d'être également consulté sur les nominations des autres responsables territoriaux, pour les directions qui n'ont pas véritablement de circonscription territoriale, je pense par exemple à la direction de la culture, nous aurons là un référent territorial. C'est une bonne chose d'ailleurs, puisque la direction de la culture étant une direction très très verticale, qu'elle revienne à cette notion de référent territorial qui avait existé d'ailleurs il y a un certain nombre d'années et puis qui avait un peu disparu à l'occasion des changements accélérés de directeur de la DAC. Alors, l'autorité fonctionnelle partagée, vous en entendrez peut-être parler parce que les syndicats de la ville de Paris sont assez réticents en vérité. Encore une fois, l'autorité fonctionnelle, elle dépend totalement de la mairie de Paris. Je vous rappelle d'ailleurs que les agents qui se trouvent affectés à la mairie du 6e sont des agents de la mairie de Paris affectés, détachés à la mairie du 6e arrondissement. Mais néanmoins, il existe un lien de fonctionnel, par exemple, tant avec M. Riwal, DGS, qu'avec M. Vincent, nouveau DGSA chargé de l'espace public, c'est-à-dire qu'il doit exister une relation de confiance entre le maire d'arrondissement et eux-mêmes, entre moi et eux,
cette relation de confiance étant appréciée par les deux parties, étant en liaison, bien sûr, avec la direction de la démocratie et des territoires. C'est donc un équilibre assez subtil qui existe, mais fondamentalement, il reste des agents de la mairie de Paris, notés par leur supérieur hiérarchique, passant un entretien avec leur échelon supplémentaire, et ça, rien ne changera. Alors ça nécessite, et je tenais à les remercier d'ailleurs, ça nécessite un très gros travail de la part des différentes directions et des différents services, puisque cette politique et ce pilotage territorial se retrouve dans ce qui est appelé une feuille de route d'arrondissement, qui est actuellement en cours de rédaction d'ailleurs, et qui, par les services, par Monsieur Riwal, Monsieur Vincent, et par leurs échelons supérieurs, qui me sera soumise, et que d'ailleurs je porterai à votre connaissance. Je ne sais pas si elle doit être votée ensuite en conseil d'arrondissement, je ne pense pas, mais je vous la transmettrai, bien sûr, dès qu'ils auront terminé de la rédiger. Enfin, vous avez un certain nombre d'autres points annexes qui sont indiqués, notamment le fait que plus de pouvoirs sont donnés à la directrice du développement de la vie associative et citoyenne. Ça, c'est le nom de la fonction qu'exerce Madame Budzinska, que vous connaissez, qui est la directrice de la Maison des associations du quartier latin, qui, je vous le rappelle, est un équipement commun au 5e et 6e arrondissement, situé dans le 5e. Ce qui nous pose bien sûr quelques petits problèmes, non pas de liaison avec Madame Budzinska, avec lequel nous avons les meilleures relations, mais l'éloignement bien sûr de la maison, et également le protocole Covid qui est toujours appliqué d'ailleurs dans les maisons des associations, limite actuellement les réunions à un nombre limité de personnes. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire. S'agissant de la police municipale parisienne, je pense qu'elle devrait être en partie opérationnelle dans le 6e arrondissement au début de l'année prochaine. J'ai rencontré Monsieur Felker récemment et nous avons retenu ensemble la candidature de Monsieur Étienne Jean-Alphonse, qui est quelqu'un de très sympathique, qui était le directeur adjoint de la division des 5e et 13e arrondissements. Vous savez que nous dépendions du 6e, 14e, de Madame Tillier qui exerçait cette fonction. Madame Tillier va va plutôt prendre la direction du 14e arrondissement, et nous allons donc avoir Monsieur Étienne Jean-Alphonse qui va être responsable de la police du 6e arrondissement, qui va se mettre progressivement en place, puisque vous savez que c'est une affaire complexe, une affaire qui a donné lieu à de nombreux débats, mais entre la formation des personnels, l'affectation des personnels, la dévolution de locaux que nous allons essayer de trouver, de dégager peut-être, nous essaierons également peut-être de leur mettre à disposition dans la salle de sport Garancière, quand elle nous sera relivrée, un certain nombre de locaux destinés à leur entraînement, à leur mise en forme physique. Ça a l'avantage d'être assez proche de la mairie du 6e arrondissement. Bref, je pense que cette affaire se déroule assez bien, même si ça va être une mise en œuvre progressive, ce qui d'ailleurs est parfaitement logique. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire sur ce sujet important, alors sur lequel, personnellement, je vais m'abstenir. Pourquoi je vais m'abstenir? Parce que je dirais que c'est une opération intéressante, mais bon, on ne peut pas s'abstraindre du cadre général qui est que c'est la mairie de Paris qui a le pouvoir, et je ne le conteste nullement, c'est le résultat des élections, mais ça nécessite ensuite, dans la mise en œuvre de ce pacte de proximité, bien sûr, d'en savoir davantage. Quels seront les effectifs dédiés à la police municipale? Aura-t-on toujours les mêmes effectifs en matière de propreté, etc., etc. Donc, ce que je pense que j'aurai l'occasion au Conseil de Paris de déposer un certain nombre d'amendements avec les membres de mon groupe, demandant notamment une clause de revoyure. Alors, est-ce que ce sera une clause de revoyure sur 6 mois, sous 6 mois, ou une clause de revoyure sur 1 an? On peut peut-être imaginer
une sorte d'évaluation au bout de 6 mois pour la propreté, d'1 an peut-être pour la police municipale, puisque vous avez compris qu'elle ne rentrera en œuvre que progressivement. Voilà un peu le contexte dans lequel nous nous situons. Donc c'est une attitude positive, mais c'est une attitude qui nous souhaitons en savoir davantage avant en quelque sorte d'approuver ou d'accompagner cette réforme que nous allons accompagner, bien évidemment, mais d'en savoir davantage. Donc je vous donne bien volontiers la parole si un certain nombre d'entre vous veulent intervenir sur ce dossier. Sinon, je vous propose de voter. On aura l'occasion de toute façon d'en reparler sans doute au cours des prochains mois. Si vous n'avez pas d'intervention, je vous propose de voter. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, la délibération est adoptée. Non pas la majorité, mais elle est adoptée. Ça, c'est le bonheur, quelquefois, de voter favorablement. Nous poursuivons nos travaux et je vais donner la parole à notre collègue délégué à la mémoire, Claude Rib, qui va rapporter sur la position d'une plaque commémorative en hommage à Anna Karina et à Denis Berry. Oui, mes chers collègues, pour vous rappeler que nous avons déjà voté sur ce point favorablement, il y a quelques conseils de là. Je crois qu'il n'est pas forcément utile d'insister sur les mérites d'Anna Karina. Tout le monde est certainement convaincu dans cette assemblée qu'elle mérite très largement d'être honorée par une plaque sur la maison, sur la façade de la maison où elle a vécu. Anna Karina n'était pas seule, elle avait un mari, Denis Berry, qui est d'origine américaine. Elle a vécu 37 ans avec lui. Je vous rappelle qu'elle est décédée au mois de décembre 2019. Et depuis notre vote, Denis Berry, à son tour, est décédé. Il est décédé au mois de juin 2021. Donc il n'aura survécu après 37 ans de vie commune que 18 mois. À son épouse, qu'il a d'ailleurs avec laquelle il a tourné, lui-même était acteur et réalisateur. Il a tourné avec elle, il lui a consacré un documentaire, etc. Donc, la proposition de Laurence Patrice, qui est adjointe chargée de la mémoire, était d'associer Denis Berry, le mari d'Anna Karina, à son épouse, compte tenu de sa récente disparition, et d'apposer une plaque dont le texte serait le suivant: dans cet immeuble, Anna Karina, 1940-2019, actrice, chanteuse, auteure, a vécu avec son mari Denis Berry, 1944-2021, cinéaste, acteur. Je trouve qu'il n'est pas déplacé de rendre hommage à cette belle histoire fusionnelle de 37 ans de vie commune dans notre arrondissement, et je vous propose de voter favorablement pour la position de cette plaque. Merci, mon cher collègue. S'il n'y a pas de prise de parole, je vous propose de voter favorablement. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, adopté à l'unanimité. Je donne maintenant la parole à Iris Berthomier, qui va rapporter sur un mémoire technique qui a trait à la classification de nouvelles artères du 6e arrondissement. Merci, Monsieur le maire. Alors, cette année, en 2021, 2 rues, 2 voies ont été créées dans le domaine public ou renommées. La première, il s'agit de l'ancienne rue Herschel, qui a été renommée rue Caroline et William Herschel, au titre des droits de voirie, donc, puisque c'est la délibération qui nous occupe. Elle était classée en catégorie 4. Donc catégorie 4, c'est la catégorie la plus faible de la classification. Il nous est proposé de maintenir en catégorie 4 les droits de voirie pour cette rue. Et puis, vous le savez, la place Juliette Gréco qui a été inaugurée, merci, qui a été inaugurée récemment, et donc il est proposé la catégorie 1 au titre des droits de voirie pour cette place.
Voilà, je vous propose de voter la délibération favorablement. Merci infiniment. Alors, je ne sais pas s'il y aura vraiment des installations commerciales sur la place Juliette Gréco. J'en suis pas forcément sûr compte tenu de la proximité du parvis, mais enfin, bon, la ville préfère se prémunir contre toute implantation, je dirais, temporaire, peut-être. Donc, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Nous passons au collège et je donne la parole à notre collègue Ariel Bocan. Oui, bonjour, merci Monsieur le maire. Donc ici, il s'agit ici d'une dotation complémentaire de fonctionnement de 23 001 €, subvention d'équipement de 19 610 € et subvention pour travaux de 140 536 € pour les collèges publics parisiens. Nous sommes concernés ici par une subvention de 10 045 € pour des travaux de réparation de la chaufferie du site de Pont-de-Leudy. Donc je vous demande de bien voter cette subvention qui rentre dans la délibération au titre des travaux urgents. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Monsieur Comet. Oui, je ne comprends pas très bien pourquoi on met dans le collège Prévert cette subvention, puisqu'il s'agit du bâtiment de Pont-de-Leudy, qu'a priori le collège Jacques Prévert n'occupe plus. Je vais vous répondre. Vous mettez, mon cher collègue, le doigt sur un sujet, j'allais dire presque brûlant, si la chaufferie marchait correctement, mais qui était brûlant administrativement parlant. C'est-à-dire que, alors, pour faire court, en réalité, même si effectivement la SECPA n'est plus en fonctionnement, comme vous le savez, que les locaux de la SECPA abritent temporairement une partie de la communauté scolaire du lycée Fénelon, administrativement, d'ailleurs en accord avec la ville, enfin avec la DASCO, la SECPA reste rattachée administrativement au collège Jacques Prévert. Mais Madame Brun s'est beaucoup posé la question. Elle a donc, dans un premier temps, avec son intendante, pas signé les pièces. C'est remonté jusqu'au niveau académique, ça s'est promené entre le niveau académique et la direction des affaires scolaires. À un moment, on avait envisagé que ce soit le proviseur du lycée Fénelon, en tant qu'occupant, qui signe les bons de chauffage, parce que le problème, c'est que le chauffage ne fonctionnait plus. Donc il y avait quand même urgence, tout ça, il y a à peu près une dizaine de jours. Et finalement, c'est bien, Madame Brun a été convaincu par Monsieur Tellier, le directeur académique adjoint, de signer le bon. Voilà. Et là, le crédit arrive en quelque sorte. Il reste rattaché, si vous voulez, à Jacques Prévert, même si effectivement la SECPA n'est plus sous l'autorité de Madame Brun. C'est un peu une ovni. Et ensuite se pose la question, effectivement, de son utilisation dans les prochaines années. Mais ça, j'ai eu l'occasion d'en parler avec certains d'entre vous. Voilà. Et c'était en plus compliqué parce que c'était une chaufferie dont la gestion était déléguée. Donc c'est délégué à Kofi, enfin un grand de l'énergie. Donc je vous propose de voter. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Alors, nous allons passer... alors j'avais oublié de vous le dire, je vous propose un vote global pour 3 délibérations, c'est-à-dire effectivement, la 11, la 12 et la 13, c'est un vote global d'approbation puisque c'est des délibérations techniques qui ne posent pas de problème. Et je vous propose de passer maintenant à la convention d'occupation domaniale relative, à la charte pour la mutualisation de la collecte de l'enquête de recensement, qui va donc être mise en œuvre dans le cadre de la nuit de solidarité qui va être avancée cette année. Je donne la parole à Madame de Vara. Merci, Monsieur le maire. J'espère qu'on va m'entendre, parce que j'ai un petit problème de voix ce soir. Voilà, chers collègues, en raison de la crise sanitaire, le recensement des personnes sans abri ainsi que des personnes occupant des habitations mobiles a été annulé en 2021. En principe, il a lieu tous les 5 ans. L'INSEE a par conséquent essayé de trouver une solution
et a proposé à la ville de Paris de procéder au recensement à l'occasion de la Nuit de la Solidarité qui aura lieu dans la nuit du 20 au 21 janvier 2022. 2 questionnaires seront remplis par les agents sur le terrain, un pour la ville et l'autre pour l'INSEE, car les objectifs correspondent bien, c'est-à-dire dénombrement fiable et collecte des informations sur leurs caractéristiques socio-démographiques. Je vous invite donc à voter favorablement la charte proposée qui a pour objectif de présenter les conditions dans lesquelles ces 2 opérations peuvent converger, permettant donc la mutualisation du recensement et de la Nuit de la Solidarité, et ensuite aussi d'autoriser la maire de Paris à la signer. Je vous remercie. Bien, merci ma chère collègue d'avoir été jusqu'au bout de cette délibération qui est assez courte. Alors vous l'avez vu, c'est assez intéressant, donc ça va avoir lieu au début du mois de janvier, enfin plutôt à la fin du mois de janvier, mais effectivement plutôt que les éditions précédentes qui s'étaient plutôt déroulées en février ou en mars. Et comme chaque année, bien sûr, la mairie de Paris accueillera les équipes chargées d'aller faire des maraudes dans le 6e en liaison avec les équipes de la DASES et du CASVP. Et on aura l'occasion, bien sûr, de revenir vers vous pour vous donner davantage d'informations. Madame Hervieux, je vous donne bien volontiers la parole. Oui, j'avais une question. Est-ce que vous savez si donc le recensement et la Nuit de la Solidarité, la collecte d'informations se substituent complètement au recensement et en fait ce sont les équipes de bénévoles qui vont faire ce recensement? Il n'y aura pas d'équipe en parallèle de la DASES qui accompagnerait chaque groupe pour vérifier les informations? D'après ce que j'ai lu dans la charte, il y aura un coordonnateur communal, il y aura une formation des équipes, apparemment il y aura un responsable par équipe, mais il y aura vraiment une formation spécifique qui sera faite en même temps que la formation pour la Nuit de la Solidarité. Effectivement, il faut pas. Alors, ce que j'espère, mais là, ça n'engage que moi. J'espère que le questionnaire de l'INSEE sera moins compliqué que celui du recensement qu'on connaît depuis des années, parce que je ne voudrais pas que ça, comme c'est une novation, que ça désespère ou que ça conduise un certain nombre de nos bénévoles à ne pas participer à la nuit. Donc là, puisque l'INSEE est un bel organisme, mais il sait être redoutable dans les détails. Tout à fait. Et si je peux témoigner de mon expérience, parce que j'avais fait le recensement des personnes sans abri et des habitations mobiles en 2016. C'était à l'époque Madame Arboun Evelyne qui coordonnait le dispositif. Et donc j'étais partie avec ma petite valise, j'étais toute seule. Par contre, le recensement se fait sur 3 jours. On a beaucoup plus de temps, donc on évalue avec plus de fiabilité, notamment sur les populations sans abri, qui sont quand même assez nomades par définition, même s'ils se rattachent souvent à un lieu, à des repères localisés. Mais c'est vrai que le fait que ce soit sur 3 jours, ça aidait. Par contre, je me souviens qu'à l'époque, on avait dû faire appel à la Croix-Rouge, parce que quand on est seul et qu'on va faire le recensement, particulièrement une jeune femme, c'était pas recommandé non plus. Mais voilà, j'étais complètement bénévole, et c'est vrai que je me souviens de la mallette avec les questionnaires de l'INSEE très très précis et pointus. Quand vous êtes face à une population sans abri, c'est plus compliqué. Donc le collectif, le principe de la Nuit de la Solidarité avec le collectif pourra aider. Mais c'est vrai que le fait que ce soit fait sur un temps très court, en une seule nuit, voilà, ça sera intéressant de faire l'exercice, mais de croiser pour voir s'il n'y a pas un différentiel trop important par rapport à ce qui a été observé les dernières années, parce que ce sera moins fin, je pense, que le recensement habituel. Mais à voir aussi. Absolument, maire, je suis tout à fait en accord avec vous. Donc, je vous propose de faire remonter ces informations et ces remarques dans vos groupes respectifs, et nous en parlerons avec Madame Giron, qui va prendre plus d'importance en tant que responsable du pôle social et qui est quelqu'un de très pratico-pratique, effectivement. Si d'ailleurs on peut avoir une organisation, alors après on va voir, est-ce que l'organisation générale va se modifier? Est-ce qu'on peut tenir compte en tout cas de ce que vous me dites? Ça me paraît tout à fait logique. Donc je vous propose d'adopter cette charte qui est effectivement qui figure en annexe, qui est assez complète, mais effectivement en y ajoutant les indications que vous dites.
Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Nous passons maintenant au plan vélo et je vais donner la parole à la première adjointe pour rapporter sur le plan vélo 2021-2026. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Depuis plusieurs années, la municipalité parisienne conduit une politique volontariste en faveur des modes de déplacement dits actifs. J'imagine qu'il faut marcher ou pédaler, mais peut-être que l'électrique, même sur les trottinettes, ça fonctionne pas. Je ne sais pas exactement ce que c'est qu'un mode de déplacement dit actif, pour réduire le bruit et les nuisances, dont la pollution bien sûr, et réduire l'usage de la voiture. Donc après un plan vélo 2015-2020, ambitieux mais pas complètement abouti, la ville a établi un nouveau plan 2021-2026 pour amplifier la pratique du vélo et transformer la ville, lever les obstacles à la pratique du vélo. Pour cela, la ville de Paris veut déployer un réseau cyclable intégré dans un réseau métropolitain régional et construire un écosystème vélo global. Le Conseil régional parallèlement d'Île-de-France a voté un plan vélo régional en mai 2017 pour redéfinir ses orientations et développer la pratique du vélo également à son tour. Dans ce cadre, un appel d'offres à projets à destination des départements d'Île-de-France prévoit un cofinancement sous conditions bien sûr, notamment à la production d'un document stratégique territorial qui sera rédigé par chaque territoire, qui devra décliner un plan d'action sous forme d'un programme d'opération sous 3 ans. Donc cette présente délibération a pour objet de préciser la déclinaison triennale d'aménagement cyclable et d'autres mesures en faveur du développement du vélo pour la période qui s'annonce 2021-2023 et permettre cette demande de subvention auprès de la région Île-de-France. Donc en matière d'aménagement cyclable, il est fondamental de constituer un réseau cohérent, continu, hiérarchisé et sécurisé couvrant la totalité du territoire. Et ceci est important. Et le projet sur 2015-2020 intégrait la construction d'un réseau express avec des pistes cyclables sécurisées et d'autres voies express, etc. Donc la ville poursuit ses objectifs avec des axes cyclables à aménager, des axes parisiens, métropolitains ou régionaux. Aujourd'hui, la ville compte 1000 km d'aménagement cyclable, dont 300 km de pistes, mais il ne faut pas oublier 50 km de pistes provisoires qui ont été réalisées, les fameuses coronapistes. La ville veut prévoit un réseau de 130 km qui pourrait être réalisé à partir de 2021 pour atteindre 180 km de pistes supplémentaires à la fin de la mandature. Elle prévoit aussi donc la généralisation des doubles sens cyclables et le développement du maillage local, la sécurisation des carrefours et des portes pour résorber des coupures urbaines. Elle prévoit l'apaisement de la ville avec des vitesses réduites, la suppression du trafic de transit avec la mise en œuvre de ces fameuses zones à trafic limité qui posent problème particulièrement dans le 6e arrondissement. Enfin, les objectifs seront bien entendu non seulement quantitatifs mais également qualitatifs, et intégrant la pérennisation des pistes temporaires, ce que je disais, donc les pistes coronavirus pour lesquelles on nous a dit qu'elles étaient temporaires, finalement ne le seraient plus. Voilà, il s'agira aussi de mettre en place des doubles sens cyclables dans les voies qui sont encore dépourvues. Donc, il prévoit aussi du stationnement pour lequel nous ne savons rien encore et le renfort de l'offre, mais on attend toujours les stationnements en sous-sol qui avaient été prévus dans les premiers plans. Voilà, donc il nous est demandé d'approuver le plan d'action 2021-2023 en faveur du vélo, détaillé en annexe. Alors pour ce qui concerne le 6e arrondissement, il s'agit en fait de la pérennisation de la coronapiste de la rue de Vaugirard. Il s'agit de la rue du Four, Sèvres rue du Four, et il s'agit de voies sur le boulevard Saint-Germain 5, 6, 7. Voilà. Donc, pour ce qui me concerne, mes chers collègues, je m'abstiendrai de cette délibération pour les raisons suivantes. Je trouve que faute d'avoir atteint ses objectifs, la ville de Paris confond aujourd'hui vitesse et précipitation. Faute d'une méthodologie où l'on concevrait enfin un plan de circulation pour Paris en concertation avec les départements limitrophes et
les arrondissements. On empile aujourd'hui les projets. On pérennise le temporaire qui a été conçu à la hâte, comme les coronavirus qui ont été réalisés un peu en dépit du bon sens et sans aucune concertation. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être ne pas mettre la charrue avant les bœufs et concevoir un plan de circulation qui soit correct et qui permette de pouvoir ensuite envisager des pistes cyclables, la circulation des vélos, des zones plus tranquilles. Voilà, donc on pousse également à utiliser des voitures électriques. Donc je crois qu'il ne faut pas injurier l'avenir. Les voitures, il y aura des voitures propres. Donc je pense qu'il faut aussi laisser un petit peu de la place, non seulement aux vélos, mais aux voitures. Et je ne veux pas faire d'amalgame, mais le départ de tant de familles de Paris laisse un peu imaginer qu'il ne fait plus bon y vivre et qu'on peut peut-être réfléchir sur la façon de mieux concevoir les déplacements parisiens. Voilà, donc pour ma part, je m'abstiendrai, mais bien évidemment, je laisse à chacun choisir son mode de vote. Merci, monsieur le maire. Merci, Madame la Première Adjointe. Moi, je vous suivrai effectivement dans votre analyse. Nous ne sommes pas contre le vélo, mais nous sommes effectivement pour que les différents modes de circulation puissent cohabiter à Paris. Et tout le monde ne peut pas faire du vélo, même s'il faut effectivement développer son usage. Et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons, ce que nous avons fait dans le 6e arrondissement. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a beaucoup de pistes qui ont été mises en œuvre et qui continueront à être mises en œuvre. Mais il faut un peu d'ordre. Et puis, il faut aussi que les cyclistes se rendent plus sympathiques. Moi, je trouve qu'il y en a des très sympathiques, mais quand on en voit brûler systématiquement les feux rouges, je pense que ce n'est pas une bonne chose, d'autant plus qu'ils se mettent en danger. Et l'hiver qui arrive maintenant avec son cortège de pluie, peut-être de neige, et la nuit qui tombe beaucoup plus tôt, constituent d'ailleurs des facteurs de risque pour les uns comme pour les autres. Encore plus pour les cyclistes, car quand on est protégé par une carrosserie de voiture, effectivement, on peut subir des dégâts matériels. On a peu de chances de subir des dégâts physiques. Mais néanmoins, nous sommes attentifs et nous sommes pas du tout hostiles au vélo. D'ailleurs, il y aura un comité vélo. J'ai tenu à ce qu'il y ait un comité vélo qui se réunisse le mercredi 1er décembre, qui sera l'occasion de faire le point sur différentes choses, sur la mise en œuvre, effectivement, de ce qui a été fait, de ce qui continuera à être fait. Et d'ailleurs, nous avons, vous l'avez vu, retenu au titre d'ailleurs des opérations, différentes opérations, notamment comme embellir Paris, réunion publique à laquelle vous avez assisté au cours des dernières semaines, de nombreux aménagements qui vont d'ailleurs dans plusieurs sens, un apaisement de la circulation, une amélioration effectivement des choses, je pense notamment à l'axe cycliste qui fonctionne très très bien sur les quais rive gauche, mais on a à ce titre adopté une amélioration qui permettra notamment aux cyclistes de tourner dans la rue Guénégaud. Et puis effectivement, il faut continuer à dialoguer sur un certain nombre de choses, mais pas vouloir passer en force comme certains pourraient être tentés de le faire. Mais je ne vise bien sûr aucune personne dans ce conseil. Je vous donne bien volontiers la parole si vous souhaitez intervenir. Madame de Comprignac, après, peut-être, il y aura d'autres personnes. Non, peut-être Monsieur Comet. Madame de Comprignac. Merci, Monsieur le maire. Juste, je souscris à tout ce que vous avez dit, Monsieur le maire et chers collègues. Chantal, je rajouterai juste 2 mots, sécurité et esthétique. Parce que d'un point de vue esthétique, c'est quand même absolument catastrophique et ça dégrade considérablement la ville. Et je suis totalement favorable au vélo, je ne me transporte que comme ça. Donc c'est pas le sujet, mais d'un point de vue esthétique, c'est horrible. Et d'un point de vue de la sécurité, c'est catastrophique. Les chiffres 2020 sont horribles. Il y a une augmentation de 35% du nombre de morts. Je ne parle pas du nombre d'accidents. Mais donc ce sont 2 points pour moi qui doivent, en plus de la cohérence et de l'ordre, pour lesquels on doit être très attentif. C'est pour ça que je m'abstiendrai également en attendant un débat au Conseil de Paris où nous pourrons proposer des amendements. Merci. Mes chers collègues, Monsieur Comet. Bien oui, Monsieur le maire. Je suis d'accord avec vous sur un point qui concerne effectivement la nécessité que les cyclistes respectent mieux le code de la route. Ça, c'est quelque chose sur lequel je pense nous sommes tous d'accord. Et d'ailleurs, la mairie de Paris a lancé des publicités là-dessus pour rappeler qu'effectivement, la personne primordiale et la personne la plus importante dans les déplacements, c'est le piéton.
Sur le reste, vous ne serez pas étonné que nous ne partagions pas le même avis. Moi, je suis très frappé par le nombre de gens qui empruntent un certain nombre de pistes cyclables. Et je trouve qu'on a des endroits, alors peut-être pas dans le 6e, mais encore, dans lesquels on a quasiment des embouteillages de vélos. Donc je pense qu'il est urgent de continuer à mettre en place des pistes qui permettront d'écouler ce trafic, si je puis dire. La voiture a encore de beaux jours devant elle dans Paris et pas mal de place. Donc c'est pas ça qui m'inquiète. Je pense qu'il faut qu'on fasse effectivement attention à avoir des pistes sécurisées, des pistes suffisamment larges pour accueillir le trafic qui est quand même en augmentation significative au niveau des cyclistes. Mon cher collègue, y a-t-il d'autres prises de parole? Il n'y en a pas. De toute façon, on aura l'occasion de réévoquer en plus dans le cadre du comité vélo un certain nombre de sujets que vous connaissez ou que nous aborderons. Après, il faut être effectivement pragmatique et je pense qu'il y a des pistes qui fonctionnent très bien. Il y en a d'autres qui doivent être revues. Est-ce que les pistes en double sens du même côté sont vraiment, à partir du moment où il y a beaucoup de cyclistes, est-ce qu'elles sont vraiment viables? Est-ce qu'il ne faut pas les reséparer? C'est un vrai sujet. Tout en les laissant assez larges, effectivement. Et puis, il y a des usagers, vous avez des gens qui pratiquent le vélo de façon différenciée. Il y en a certains qui vont très très vite. On voit passer des gens qui ont une vitesse absolument exceptionnelle, et puis d'autres qui pédalent, je dirais, plus classiquement et plus normalement. Bien, donc je vous propose de voter. Donc, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote vous pouvez vous abstenir, hein, si vous voulez. Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. La délibération est adoptée. Au niveau du Conseil du 6e arrondissement, mais je ne doute pas qu'elle soit adoptée également au niveau du Conseil de Paris, dans la mesure où on aura d'ailleurs, nous, le même vote, sans doute, au Conseil de Paris. Je parle de mon groupe. Bien, mes chers collègues, nous passons maintenant à l'examen des vœux. Donc, il y a un premier vœu qui a été déposé par Madame Kiss sur le relatif à l'intermédiation et à la communication intergénérationnelle. Vous voulez redire 2 mots, sans nous lire peut-être, ma chère collègue, l'ensemble de vos considérants, qui sont nombreux, mais... Oui, en effet, je pense que le vœu est assez détaillé, donc tout le monde en a pris connaissance. Je voulais juste insister en fait sur le fait que ces dispositifs ne me semblent pas assez connus du grand public. Ces dispositifs qui sont intéressants à la fois pour les propriétaires et pour les locataires, parce qu'on sait que l'un des freins au logement et les problèmes que rencontrent les propriétaires avec des locataires qui éventuellement ne peuvent pas payer, dégrader les logements, etc., ça arrive. Et d'un autre côté, parallèlement, des locataires qui ne peuvent pas rentrer dans le parc locatif à cause de garanties demandées trop élevées. Donc ce dispositif est vraiment intéressant parce qu'il permet à des associations qui sont reconnues, qui ont vraiment pignon sur rue, comme Emmaüs, de se porter garant des locataires et de permettre à tout le monde de trouver son avantage dans l'affaire. Et il me semble que ces dispositifs, tout comme celui de la location intergénérationnelle, qui est intéressant dans un arrondissement où il y a une population âgée assez importante et beaucoup également d'étudiants. Donc il me semble qu'il serait intéressant que ces dispositifs fassent l'objet d'une communication de la part de la mairie pour renseigner un maximum de personnes dans l'arrondissement et les promouvoir ainsi à notre façon. Je vous remercie. Collègue, je vais donner la parole à Iris Berthomier qui va vous répondre. Simplement pour vous indiquer qu'effectivement, la cohabitation intergénérationnelle, c'est une très bonne chose, que nous allons aller dans le sens de votre vœu, c'est-à-dire plus de communication et notamment sur les questions de logement, puisque effectivement, il y a une population qui vieillit et qui pourrait bénéficier de cohabitation intergénérationnelle. Sur la conférence à Deal, on en a eu une première, je crois que vous étiez présente. Et voilà, donc je pense que ce vœu va pouvoir être adopté.
Oui, alors on a été convaincus par le sujet. Après, ma chère collègue, n'hésitez pas à mettre moins de considérants, éventuellement. Je pense que vos considérants auraient pu être regroupés. Mais ça n'engage que moi, hein, cette remarque, qui n'est pas une remarque désagréable. Alors, je vous propose d'ailleurs d'aller dans votre sens, d'essayer d'en parler davantage dans les journaux et de faire un SICA au mois de février qui suivra la réunion plénière des conseils de quartier. On essaiera d'aborder différents thèmes du logement, peut-être pas, on fera pas un débat sur le logement ou le logement social, qui est quelque chose de, je dirais, d'un peu éculé, mais justement de parler un peu de différentes choses annexes, si vous voulez, aussi bien les problèmes d'insalubrité, d'intervention des services, et puis de mettre le point et de mettre l'accent effectivement sur la solidarité intergénérationnelle en essayant effectivement de développer cette formule. Et vous savez d'ailleurs que l'opération du 110 rue de Vaugirard dont nous avions parlé sera d'ailleurs un exemple magnifique de cohabitation intergénérationnelle, et là entre public ainsi qu'entre public en difficulté ou public spécifique et, je dirais, population classique. Ça. Donc je vous propose de voter qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Le vœu de Madame Kiss relatif à l'intermédiation et à la cohabitation intergénérationnelle est adopté à l'unanimité. Alors, vous avez un deuxième vœu, si vous voulez reprendre la parole, ma chère collègue. Oui, en fait, c'est un vœu, donc, j'imagine que vous vous souvenez que j'avais présenté il y a quelque temps sur le plastique et qui avait été reculé à cause du contexte pandémique qui était de nouveau, malheureusement, fortement d'actualité. Donc voilà, j'ai un peu hésité avant de représenter le vœu parce que il y aura une actualité, une contrainte de la loi bientôt, mais je proposais quand même de le devancer parce qu'il n'y a pas de petit profit en matière de lutte contre le plastique. Voilà, j'ai un autre à dire. Je vais peut-être vous faire un peu de peine. Je ne veux pas vous suivre. Pourquoi je ne veux pas vous suivre? Je ne suis pas du tout un adepte du plastique, mais si vous voulez, encore une fois, nous ne sommes pas une commune de plein exercice. On dépend de la mairie de Paris pour beaucoup de choses, et instaurer systématiquement la mairie du 6e, même si votre vœu a eu le bon goût de nous rappeler effectivement d'utiliser massivement les carafes que nous avions, et on va essayer de les utiliser davantage au cours des différentes réunions publiques. Aller au-delà de la loi anti-gaspillage nous semble difficile. En revanche, je vous rappelle que lors de notre dernier conseil, nous avons voté, d'ailleurs à l'initiative de la mairie de Paris, une délibération qui tente à proscrire assez rapidement l'usage du plastique dans toutes les cantines de Paris, dans les restaurants Émeraude, nous avons un restaurant Émeraude au centre Malraux, ainsi que dans les EHPAD. C'est déjà un effort considérable. Après, moi, ça m'est difficile, si vous voulez, de systématiquement aller mettre de l'argent pour doter tous les usagers et tous les agents de la mairie de Paris de gourdes ou de choses. Mais si la ville de Paris, à son niveau, veut faire cet effort, eh bien, écoutez, on s'y associera. Donc, je vous engage plutôt à faire reprendre votre vœu au niveau du Conseil de Paris. Hein? Alors après, c'est comme vous le souhaitez. Ou vous le maintenez, ou vous le retirez. C'est comme vous le souhaitez. Je le maintiens parce que je pense que c'est intéressant au niveau de l'arrondissement de faire cet effort. J'ai bien compris. On essaiera de progresser. Il faut nous donner encore des marges. Il faut qu'on ait encore des marges de progression, ma chère collègue. Donc, Madame Bocan, vous avez la parole. La Caisse des écoles va essayer au moment des pique-niques justement de ne plus prendre des bouteilles et de voir avec les écoles pour qu'il y ait des gourdes. Donc on y pense tout le temps. On essaye de s'améliorer tout le temps et veut ou pas veut, de toute façon, nous on va dans ce sens-là. C'est une bonne chose, tout le monde y va. Mais là, formellement, si vous voulez, voilà, je peux pas m'engager dans ce... Vous voyez, qui est actuellement plus de bouteilles en plastique distribuées au sein de la mairie. Actuellement, c'est pas possible. On peut essayer d'aller dans ce sens-là, mais le décréter tout de suite, ça me paraît difficile.
Ça me paraît difficile, vous voyez. Regardez, par exemple, pour les élections, on va avoir 4 tours d'élections au mois d'avril et au mois de juin. D'ailleurs, les plateaux sont fournis par la mairie de Paris. Ça va être intéressant de voir, par exemple, si on a des bouteilles en plastique à ce moment-là. Et vous imaginez fournir autant de gourdes à cette occasion-là, c'est pas évident. C'est pas évident, avec déjà toute la logistique. Mais bon, en revanche, la direction que vous indiquez est une bonne direction. Je le conçois. Donc, je vous propose de voter maintenant. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Le vœu est rejeté. Alors, nous avons ensuite un troisième vœu qui est déposé par Madame Hervieux. Je vous donne bien volontiers la parole si vous souhaitez intervenir, ma chère collègue. Oui, très rapidement. Mes chers collègues, pour vous présenter ce vœu, donc qui a 2 orientations principales. Donc la première, c'est la création d'un conseil de parents au sein du 6e arrondissement pour les crèches municipales. Et la deuxième, c'est l'organisation de réunions d'information sur les modes de garde existants pour les familles. Le conseil des parents, dans un premier temps, sachez simplement, donc comme c'est précisé dans le vœu, que c'est une instance consultative qui est constituée donc de parents qui sont volontaires et qui ont leurs enfants gardés dans nos crèches municipales et qui leur permet d'entrer en contact avec la mairie d'arrondissement et les professionnels de la petite enfance pour faire remonter un certain nombre de projets et participer aussi avec leurs idées, des propositions qu'ils pourraient faire sur des événements au sein de la crèche, sur des projets pédagogiques. Donc l'idée, c'est de faire participer les parents aussi à la vie et au bien-être des enfants accueillis dans les crèches. Donc ça existe dans la grande majorité des arrondissements. Il y a plusieurs fonctionnements différents, mais en général, un conseil de parents regroupe plusieurs établissements, où ça peut être à l'échelle même de l'arrondissement global. Et donc il y a 2 à 3 réunions par an avec la mairie d'arrondissement pour évoquer les sujets, un peu comme on le fait d'ailleurs dans les écoles maternelles ou primaires ou collèges, mais là les représentants des parents d'élèves sont intégrés au conseil d'établissement, ce qui n'est pas le cas pour les crèches parce qu'il n'y a pas de conseil d'établissement pour les crèches. Le deuxième point, c'est donc des réunions d'information sur les modes de garde existants. Donc ça a été lancé assez récemment et ça fonctionne très bien dans beaucoup d'arrondissements. L'idée, c'est de faire des réunions à distance, par exemple en visio, ça marche bien le soir pour les parents, où on explique, qu'est-ce que c'est qu'un multi-accueil, qu'est-ce que c'est qu'une halte garderie, ou encore les crèches familiales, les crèches parentales, parce qu'on a des modalités d'accueil dans Paris qui sont très variées, et en fonction des besoins des parents, il peut y avoir un besoin d'information. Tous les parents ne connaissent pas l'ensemble des dispositifs existants, donc c'est vraiment sur l'expérience réussie qui ont eu lieu dans d'autres arrondissements qu'on voulait proposer. J'en avais déjà parlé d'ailleurs avec Madame Lambert-Burins sur la possibilité d'organiser ces réunions pour le 6e arrondissement pour les parents qui souhaiteraient positionner leur enfant dans les équipements d'accueil de la petite enfance. Merci. Oui, ma chère collègue, alors justement, Chantal Lambert-Burins va vous répondre en vous disant qu'effectivement, il faut que le dialogue se poursuive entre vous deux, puisque vous êtes 2 grandes spécialistes de la petite enfance, et que, bien évidemment, on ne peut que souhaiter que les modes de garde soient encore davantage connus, mais ils le sont déjà beaucoup, puisque vous savez que, grâce d'ailleurs à notre opiniâtreté, on a réussi maintenant à augmenter de façon forte le taux de satisfaction des parents dans le 6e arrondissement. Alors après, il est sûr aussi que s'il y a moins d'enfants, le taux de satisfaction monte automatiquement. Donc c'est pas l'objectif qu'il y ait moins d'enfants, mais ça nécessite ensuite, comme vous le savez, c'est une décision bien sûr des parents déjà d'avoir des enfants, et puis ensuite de rester dans la capitale. Je donne la parole à Chantal Lambert-Burins. Merci, monsieur le maire. Oui, madame la déléguée à la petite enfance, chère Céline, c'est un sujet que nous avions déjà abordé, et monsieur Guillaume, directeur de la petite enfance, avait écrit à tous les arrondissements pour leur demander si on souhaitait chacun créer des conseils de parents. Alors comme vous étiez destinataire, vous savez que nous avons répondu par la négative. Et du fait de cette réponse négative, parce qu'on
Ensuite, votre vœu contient 2 vœux. J'aimerais bien que vous puissiez retirer ce vœu, vous le comprendrez bien, puisque nous avons déjà répondu négativement à Monsieur Villot, mais je vais vous dire pourquoi, de façon temporelle et sur le fond. De façon temporelle, c'est une raison de simple bon sens que de ne pas faire rentrer aujourd'hui, alors que la situation sanitaire n'est pas apaisée, nombre de parents dans les crèches, puisque les conseils de parents, c'est soit des instances représentatives, soit tous les parents s'ils le souhaitent. Donc, alors qu'hier, le personnel dédié à 10 enfants dans une salle ne rencontrait pas le personnel dédié aux 10 autres enfants dans l'autre salle, les mêmes enfants ne se rencontreront pas. Aujourd'hui, si on fait rentrer des parents dans des crèches, c'est dire le grand écart entre ces 2 attitudes, l'une d'une telle protection et l'autre d'un danger pour effectivement cette période de Covid. D'autre part, sur le fond, le conseil des parents consiste en fait à expliquer aux professionnels de la petite enfance comment elles devraient travailler. Donc c'est un peu délicat de l'imposer quand même aux directrices de crèche sous prétexte d'une meilleure information. Aujourd'hui, dans le 6e arrondissement, peut-être parce qu'on est arrondissement particulier, peut-être parce qu'on est un petit arrondissement ou que les crèches ont des nombres d'enfants plus petits que dans d'autres crèches, on arrête de vanter le travail des directrices, le travail de l'accueil relais information famille. Les directrices de crèche, quand elles accueillent des familles, ils reçoivent pendant plus d'une heure, il faut quand même le signaler, ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup d'informations qui passent. D'autre part, il y a des cafés de parents quand la possibilité existe. D'autre part, il y a également des initiatives qui sont prises par les parents dans le 6e arrondissement. Il y a des parents qui sont conteurs, il y a des parents qui sont cinéastes, il y a des parents qui sont musiciens. Ils viennent dans les crèches pour créer des événements. Ils le font de leur propre initiative. C'est toute une cohérence et une harmonie qui se passe dans les crèches du 6e, on a beaucoup de chance. D'autre part, on a la PMI et ses bons conseils, ses visites à domicile. Enfin, votre serviteur qui reçoit toutes les familles, les accompagne, il leur décrit tous les modes de garde. Alors, bien sûr, je suis tout à fait d'accord à parfaire l'information des familles du 6e. Nous en avions discuté ensemble. Nous avons aussi un carnet de prospective ensemble que nous devons réfléchir. Mais j'ai envie de dire de grâce, laisser travailler les professionnels de la petite enfance qui, faute de possibilités de recrutement de la ville de Paris, même si on est un peu épargné aujourd'hui, doivent souvent pallier le manque de personnel. Donc moi, je préférerais plutôt qu'on réfléchisse à privilégier l'accueil d'auxiliaires de puériculture dans des logements aidés de la ville, d'augmenter leur salaire, de voir de façon plus anecdotique la végétalisation des crèches. Mais à ce jour, la multiplication des conseils de parents me semble pas opportune. Je préférerais qu'on attende. Et effectivement, quand je le disais tout à l'heure sur les conseils de parents, je souhaiterais que vous retiriez votre vœu, si vous le voulez bien, sachant que sur la seconde partie, sur la meilleure information des parents sur les différents modes de crèche, nous étions d'accord pour le parfaire et l'organiser ensemble. Voilà. Mais je préférais effectivement que sur ce conseil des parents, ça soit pour l'instant pas prévu, si vous le souhaitez bien, sinon je serai obligée de m'abstenir. Merci. Eh bien, alors sur la question des réunions d'information, donc ça, je pense qu'effectivement, c'est une bonne chose qu'on le mettra mûrement en place. Sur les conseils de parents, détrompez-vous, l'idée n'est absolument pas de donner des consignes précises sur la façon de travailler aux professionnels de la petite enfance, mais je vous donne des exemples d'initiatives. Par exemple, dans Paris Centre, ils ont organisé une baby bourse, c'est-à-dire une sorte de brocante orientée petite enfance avec du matériel de seconde main pour les parents en mairie. Ça a très bien fonctionné. Ça a été un moment aussi de tissage de lien social entre les parents. Et ça, c'est une initiative qui est sortie du Conseil des parents. Tout à l'heure, vous parliez du fait que les parents du 6e se mobilisent eux-mêmes quand ils ont une compétence pour aller chanter des chansons ou faire connaître aussi leur langue ou leurs origines, par exemple. Le Conseil des parents pourrait permettre justement de communiquer sur ces événements-là, et peut-être qu'un parent, même s'il n'a pas son enfant dans une crèche, pourrait décider d'aller dans une autre crèche à un moment donné pour partager une expérience différente aussi. Ça permettrait de faire circuler l'information et de proposer des initiatives. Après, par contre, ayons bien en tête que c'est une instance consultative. Ce n'est absolument pas une instance qui aura voix au chapitre pour décider de telle ou telle activité, mais c'est une instance qui peut permettre de donner des idées et de conduire des projets innovants
éléments. Donc de ce point de vue-là, je trouve dommage qu'on... Alors, l'argument sanitaire, je pense, ne tient plus, malheureusement, parce que là, si vous voulez, on peut... La question, c'est qu'on peut se réunir en mairie d'arrondissement. Il faut que les parents puissent aller dans les crèches, mais l'idée du conseil de parents, quand il a lieu, il n'a pas lieu forcément dans la crèche. Il peut avoir lieu dans une salle de la mairie, par exemple. Donc la question sanitaire, à mon sens, ne tient pas vraiment. Et sur les derniers points que vous avez évoqués, par contre, je partage totalement votre avis sur l'accès pour les auxiliaires de puériculture au logement social. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de porter avec Patrick Bloch. Et pour l'augmentation de salaire, sachez quand même que les auxiliaires de puériculture vont passer en catégorie B, ce qui, pour les finances de la ville, est compliqué, mais ce qui est très valorisant et très important pour elles, parce que voilà, elles vont gagner en salaire, en statut, et donc ça, c'est un élément vraiment important, et on s'en félicite, on en est très heureux. Donc voilà, je pense qu'on partage les mêmes ambitions, simplement sur la forme pour le vote. Je pense que je vais maintenir quand même le vœu. Peut-être que vous changerez d'avis sur le conseil des parents, je l'espère, à la rentrée prochaine éventuellement. Mais je voulais aussi préciser que les conseils d'établissement existent dans les crèches. Il y en a dans le 6e. Ah bah si. Dans les conseils d'établissement, ce sont les parents des bébés. Il n'y a pas d'espace. Les conseils d'établissement, à ma connaissance, ça ne s'organise pas dans les crèches, non. C'est pas sous la forme, en tout cas, qu'on l'entend dans une école primaire, par exemple. Donc, si, les conseils d'établissement. C'est pas la même instance du tout. Ah si, c'est des représentants. Il y a des représentants de parents dans les conseils d'établissement. Oui, mais c'est pas du tout la même instance que d'avoir des parents qui se rencontrent. Mes chers collègues, je vous propose peut-être de continuer, que de toute façon, vous continuez à discuter puisque vous êtes chacun à votre niveau de spécialiste, et de toute façon, je sais qu'il y a un dialogue qui était engagé également par des différentes propositions. On va effectivement, bon, Madame Hervieux maintient son vœu. Bon, j'ai noté effectivement que le point sur la deuxième partie du vœu, c'était effectivement un accord. En revanche, la première partie, nous sommes en désaccord, donc j'appelle effectivement à ne pas adopter ce vœu. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Le vœu, donc, n'est pas adopté. Alors, vous avez posé une question orale, ma chère collègue, sur la relative à la mise en place d'une commission de régulation de débit de boissons. Je me permets de vous faire la réponse suivante. Je vous informe qu'une commission de régulation des débits de boissons a bien été mise en place à l'automne 2020, après le premier confinement du printemps, et la mise en place des terrasses éphémères, justement, qui ont pu provoquer des nuisances dans certains secteurs. La commission de régulation, vous aurez le texte qui va être donné à Monsieur Riwal pour le compte-rendu. La commission de régulation des débits de boissons, puis on pourra le diffuser d'ailleurs également en pli séparé à l'ensemble des membres du Conseil, est composée des représentants de la DPSP, enfin, ancien nom de la police municipale, Madame Tillier, jusqu'à l'arrivée de Monsieur Étienne Jean-Alphonse, du commissariat de police du 5e, 6e, représenté par le commissaire adjoint, Monsieur Michael Rémy, et de la mairie du 6e, représenté par Monsieur Charles Flaubert, et par Monsieur Guillaume Godet. Ces membres de cette commission échangent régulièrement sur les signalements et les actions conduites à l'égard des établissements troublant la sécurité et la tranquillité publique. Elle ne comprend pas de représentants des établissements concernés, bars, brasseries, restaurants, établissements de nuit, ni de membres d'associations de riverains, mais elle recueille leurs signalements, en revanche, sur les nuisances constatées. Ces membres peuvent prendre contact, les membres, c'est-à-dire les personnes que j'ai citées, le commissariat, la DPSP, d'ailleurs elles ne s'en privent pas, peuvent prendre contact avec les responsables d'établissements causant des troubles, mais elles ne constituent pas une instance de conciliation. Pas une instance de conciliation. Elle existe comme instance d'information et de règlement des difficultés par les autorités compétentes. C'est-à-dire qu'après, c'est le commissariat de police ou la DPSP qui interviennent pour, effectivement, vis-à-vis des établissements qui ont été signalés, qui ont donné lieu à débat. Moi, je ne participe pas d'ailleurs à cette commission de régulation. Et c'est un peu... Alors maintenant, cette commission de régulation, elle va sans doute intégrer Monsieur Vincent, qui est le DGA Espace Public, et c'est d'ailleurs cette instance-là, avec les représentants
de la direction de la voirie, de la direction de l'urbanisme et de la DPSP qui figurent déjà, qui vont examiner les demandes de terrasses, de reconduction de terrasses, avant, pour que celles-ci puissent être mises en œuvre à partir du 1er avril, si elles peuvent être mises en œuvre, en fonction, bien sûr, du règlement des étalages et des terrasses de la mairie de Paris, qui est très précis et qui spécifie qu'il ne peut pas y avoir de chauffage, pas de toit, etc., etc. Hein, et qui ensuite verra en fonction des espaces de livraison ce qui peut être fait. Donc c'est bien, ça nous avait été proposé, à vrai dire, ça nous avait été proposé par le commissariat de police, et j'avais vu, puisqu'ils souhaitaient effectivement, compte tenu de la situation mouvante de certains secteurs, de faire. Mais ceci étant, je peux vous citer par exemple le cas du Café Jade, qui se trouve rue de Bussy et qui s'est obstiné à mettre pendant des mois, jusqu'à ces dernières semaines, des chaises devant la sortie et l'entrée du Carrefour Market de la rue de Seine et de la rue de Bussy. Là, c'est un comportement qui est véritablement scandaleux, et qui d'ailleurs a donné lieu à de nombreuses amendes, mais qui sont sans proportion avec le profit qu'en tire l'exploitant. Voilà, ma chère collègue, ce que je pouvais vous dire. Donc nous arrivons au terme de nos travaux. Alors, vous savez que le prochain conseil se réunira le 30 novembre et que le 16 novembre, à 18h30, nous aurons un SICAR ouvert aux membres des conseils de quartier avec 2 sujets. La rue aux écoles, rue Littré, une présentation rapide par la direction de la voirie entre 18h30 et 19h maximum. Et ensuite, à partir de 19h, les nuisances sonores avec la venue de Monsieur Danler, qui est le maire adjoint chargé de la lutte contre ces nuisances. Et bien évidemment, vous pourrez intervenir en tant que de besoin sur l'ensemble des nuisances qui peuvent exister, nuisances sonores professionnelles, nuisances sonores liées à la circulation routière, nuisances sonores liées à l'usage excessif d'avertisseurs, etc., etc. Bien, mes chers collègues, si vous n'avez pas d'autres... Ah, voilà, deux mains qui se lèvent, alors. Madame Kiss, peut-être, honneur aux dames. Oui, monsieur le maire, c'est à propos du 27 rue du Four. Il y a des travaux de démolition en ce moment. Et je voulais savoir ce qu'il en était. J'ai vu sur le site de l'Open Data de la ville de Paris qu'il y avait un permis de construire à cet emplacement pour un R+5 bâtiment usage hôtelier qui est en statut rejet implicite. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ce rejet implicite ? Data ne doit pas être totalement à jour. C'est un immeuble placard, hein. C'est un immeuble qui sera très peu profond puisqu'il va se retrouver en alignement avec l'immeuble. Nous sommes à l'angle de la rue des Canettes et de la rue du Four. Et c'est un immeuble qui va prendre la place des 3 petits commerces qui existaient, c'est-à-dire la crêperie, le marchand de l'agence de change, et qui va d'ailleurs masquer les 2 murs-pignons qui existaient. C'est une opération qui était autorisée par la mairie de Paris, mais qui avait donné lieu effectivement dans un premier temps à un rejet. Il y a eu plusieurs permis de construire de déposer. Mais là, quand vous passez éventuellement devant le chantier, vous voyez que l'autorisation était accordée. Mais on va regarder. Je pense que l'Open Data c'est peut-être le premier document que vous avez eu. En toute façon, là, ils sont dans la phase de démolition. On va avoir le temps de vérifier ça. Oui, parce que je me posais la question de savoir ce que ce statut de rejet implicite, qu'est-ce que ça signifiait Rejet implicite, c'est une... Je vous dis, je pense que dans un premier temps, l'opération a été rejetée par les ABF. Elle n'était pas jugée comme suffisamment satisfaisante compte tenu de sa visibilité. Ah, on ne verra plus Ali, mais le pauvre Ali avait été sérieusement tagué. Monsieur Comet, peut-être. Oui, merci, monsieur le maire. Vous allez peut-être me prendre pour le Caton du 6e arrondissement. Et je ne vais pas vous parler de Carthage, mais de la nouvelle librairie, et pas pour la détruire, mais pour essayer de l'améliorer, puisque c'est un sujet sur lequel je suis déjà intervenu lors du conseil du 22 septembre.
puis lors du conseil du 30 mars, puisque la vitrine de cette librairie est toujours, à mon avis, dangereuse puisqu'elle est cassée et de toute façon complètement indigne du quartier. Vous avez écrit au directeur qui vous a répondu au mois d'avril qu'il avait à cœur de redonner à sa librairie une apparence appropriée à l'aura culturelle du quartier latin, et il mentionnait des démarches pour obtenir l'autorisation de faire installer un rideau métallique. Sauf que son rideau métallique lui a été refusé le 4 juin. Et depuis, on est donc 5 mois plus tard. Pour le moment, il n'a absolument rien fait, donc on se retrouve exactement dans l'état dans lequel on était il y a plus d'un an, puisque moi j'en ai parlé il y a un an, mais ça faisait déjà un certain temps que ça traînait, donc on ne voit pas de solution sur l'amélioration de cette vitrine. J'en profite d'ailleurs pour dire que la librairie à côté des éditeurs associés a fermé, et elle sera reprise par la librairie anglophone, et donc il y aura une extension de la librairie anglophone, donc on garde le nombre ou l'ensemble de mètres carrés dédiés à la librairie, mais on n'en aura plus que 2 au lieu d'en avoir 3. Excusez-moi, j'ai pas compris. C'est la librairie anglophone qui va reprendre celle des éditeurs associés. Oui. D'accord. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis pour ce que vous évoquez, moi, je vous propose de remettre l'ouvrage sur le métier. Ça fait partie des dossiers qu'il faut repousser. On va réécrire à la librairie. On va reposer la question de sa vitrine. Je me demande d'ailleurs dans sa réponse, je crois me souvenir, il faisait pas allusion à une compagnie d'assurance, non? À l'intervention. Moi, je n'ai pas eu la réponse complète. J'ai eu un mail de M. Perrin qui me résumait le contenu de la lettre qu'il vous avait envoyée. On va regarder ça. Tout ce qu'il me disait, c'était ça. Non, mais on va regarder ça. Très bien. S'il n'y a pas d'autres remarques ou de questions, je vous souhaite une excellente soirée.